Ok, très bien. Je vais commencer par me présenter. Pour le coup, moi, je viens de Grenoble, donc un petit peu plus au sud. Donc, je m'appelle Johan et je travaille dans l'équipe de relations développeurs au sein de Microsoft. Et j'ai fait pas mal d'open source sur mon temps libre et pas que. Et notamment, il y a un outil que j'utilise beaucoup depuis qu'il est dispo, c'est GitHub Action. Et donc, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, vous présenter ce que c'est, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec, et puis vous donner un petit exemple de workflow que j'ai sur mes projets en live. Alors pour ceux, j'ai le chat sous les yeux, et donc du coup ça m'intéresse de savoir qui a déjà entendu parler de GitHub Action, qui l'utilise peut-être déjà. Puis je sais pas, me dire aussi d'où vous venez, faire un petit coucou, voir qu'il y a un peu qu'il y a de l'écho, que je suis pas tout seul à parler. N'hésitez pas en tout cas à mettre vos commentaires, je regarderai et je répondrai aussi s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Donc, GitHub Actions, qu'est-ce que c'est à la base? Donc, GitHub Actions, c'est un système qui est intégré à GitHub, qui permet de lancer un workflow, donc une exécution d'un process quelconque qu'on va définir, qui sera déclenché en fonction de n'importe quel événement qui pourra se passer sur GitHub. Donc, quand je parle en termes d'événements, ça peut être un commit qui peut être poussé, ça peut être une pull request, ça peut être un événement de manuel, ça peut être un call sur une API spécifique de GitHub. On verra qu'il y a pas mal de types d'événements. Mais c'est pas que lié au code source, ça peut être par exemple aussi quelqu'un qui crée une issue, ça peut être une alerte qui est remontée par le système justement qui va détecter vos dépendances et vérifier que je sais pas que vous n'avez pas un package vérolé ou qu'il faudrait mettre à jour. Donc voilà, n'importe quel événement qui est émis par la plateforme GitHub, vous pouvez exécuter une action que vous allez pouvoir personnaliser. Alors ce qui est sympa sur ce système, c'est que les actions, ça peut être du code, ça peut être des actions un peu pré-exécutées pour vous. La plupart du temps, ce sera un mix de scripts et d'actions pré-fournies. Je vous montrerai tout de suite après une démo. Ce qui est plutôt pas mal, en tout cas moi, ce qui me fait pas mal apprécier cette plateforme-là en particulier, c'est qu'on peut avoir des workers qui tournent sur Linux, Mac et Windows en parallèle. Mais aussi sur des architectures Intel et ARM, particulièrement utiles si on fait du Raspberry Pi ou par exemple si vous voulez faire tourner un build pour les nouvelles plateformes iOS, faire de la cross-compilation. Enfin voilà, on peut faire pas mal de choses intéressantes grâce à ça. Et on a accès à toutes les plateformes. On n'est pas obligé d'avoir différents systèmes justement de workflow en utilisant différentes plateformes. On a tout sous la main au même endroit. Donc l'un des usages évidents pour GitHub Action, qui est peut-être le plus courant, c'est de créer un système d'intégration et de déploiement continu, mais on verra que ça sert aussi, ça peut servir à d'autres choses. Et ce qui est plutôt pratique, surtout pour moi qui fais pas mal d'open source, du coup, qui utilise GitHub sur des repos publics, c'est que c'est complètement intégré à GitHub. Donc, s'il y a un build qui est cassé ou une pull request qui génère un problème, on peut tout de suite aller voir pourquoi sans aller devoir se loguer sur notre plateforme pour investiguer. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer une démo. Je vais montrer en pratique ce que ça donne, comment ça fonctionne, comment ça s'utilise. Juste le temps de repartager le bon écran. Hop. Comment on fait ça dans Rostream? Je coupe le partage et je repartage le bon écran. J'espère que c'est bon. C'est cool, on a des Lillois, heureusement, qui sont là. Mais comme c'est marrant, comme tout le monde peut suivre, vu qu'on est à distance, on peut aussi avoir des gens de n'importe où. La preuve, je suis avec vous, mais depuis Grenoble. J'espère du coup que le partage d'écran marche bien maintenant. Donc là, je suis sur un repo d'exemple. Alors, c'est un projet JavaScript qui a été initialisé avec la CLI Create React App. Donc, c'est un projet, j'ai pas fait grand-chose, c'est juste pour la démo. Un projet qui utilise d'ailleurs du JavaScript et qui utilise la suite d'outils Node.js. Je vais peut-être passer juste au cas où on verra mieux en mode thème clair. Voilà. Attention les yeux, ça peut piquer. Voilà, j'espère que le partage d'écran marche bien. Et donc, ça se trouve dans l'onglet Action. Donc pour l'instant, j'ai un repo où il y a juste du code, où il n'y a rien qui est fait. Et donc par défaut, quand on n'a pas encore créé de workflow, on atterrit sur cette page-là, où il y a GitHub qui va détecter un peu quel type de projet que vous avez. Donc là, j'imagine qu'il a vu que j'avais des fichiers JavaScript. Il va essayer de me proposer quelques workflows d'exemple pour démarrer, avant de pouvoir écrire le mien. On peut voir si je scrolle un peu plus bas, j'ai des exemples, par exemple, de mise en place de workflow pour faire du déploiement continu sur divers providers cloud.
On peut faire du Terraform, du Amazon, du Azure, enfin voilà, déployer sur différentes plateformes. Avec différents langages. Alors là, j'ai un projet qui est en Node.js, mais alors ça, vous allez pouvoir utiliser à peu près tout et n'importe quoi. On voit qu'il y a des actions qui peuvent utiliser du Java, du PHP, du Ruby, du .NET, du Rust. Bref, en gros, ça s'adapte à ce que vous avez besoin de faire. Et je vous en ai parlé un petit peu juste avant. C'est pas que pour faire de la CI/CD. On peut notamment l'utiliser pour générer des workflows, par exemple, pour faire du tri dans vos issues GitHub, pour garder un backlog clean, pour imposer un certain format quand il y a une création d'issue, pour vérifier qu'il y a un contexte lorsqu'il y a un bug qui est reporté ou des choses comme ça, pour automatiquement fermer les issues si rien ne se passe au bout de 6 mois. Enfin voilà, considérer et nettoyer, faire du nettoyage automatique. Tout ce qu'on vous pourrait vouloir faire sur la plateforme GitHub, on peut l'automatiser via des workflows de GitHub Action. Donc, je vais vous montrer une démo sur un truc un peu plus classique, donc une CI/CD. Donc, je vais prendre le workflow d'exemple pour Node.js. Donc là, j'atterris dans l'éditeur en ligne de GitHub, qui est un petit peu spécialisé pour le coup pour les GitHub Actions. Donc, comment ça se présente un workflow? Donc, c'est du YAML. Pour ceux qui n'aiment pas, désolé, ça a des avantages, c'est que c'est assez simple à écrire. Ça a des inconvénients, c'est que c'est assez simple de faire des bêtises avec. Voilà, si vous avez déjà fait du YAML, je pense que vous connaissez un peu les avantages et les défauts du système. Alors, je vais zoomer un petit peu. Peut-être un peu trop. Voilà, en espérant qu'on voit mieux. Alors, le workflow, comment ça se présente? La première chose, c'est on va déterminer le trigger de la GitHub Action. Qu'est-ce qui va la déclencher? Sur quoi on veut câbler finalement ce qui va s'exécuter un peu plus bas. Donc, c'est la première partie ici, cette partie on. On voit que par défaut, ce fichier-là va s'exécuter sur n'importe quel commit qui sera pushé sur ma branche principale, donc la branche main, et sur les pull requests qui vont être ciblés cette branche main. Après, il en existe d'autres. C'est pas mal, c'est que là, je suis dans l'éditeur en ligne, il y a quand même l'autocomplétion qui marche à peu près. Donc, par exemple, si je tape, je ne sais pas, hop, D, voilà, on peut voir que selon s'il y a un déploiement à marcher ou pas, il va me suggérer des choses. Si je tape choses liées au repo, voilà, je peux câbler des actions, par exemple, s'il y a un package qui a été publié. Repository dispatch, c'est un événement particulier si je veux câbler par exemple, le fait de pouvoir déclencher les actions manuellement depuis une API. Voilà, il y en a plusieurs. Vous pourrez aller voir la doc pour les explorer. On va rester sur l'instant. Donc, une fois qu'on a déclenché, qu'on a spécifié comment il va se déclencher, on va spécifier ce qui va tourner, donc c'est-à-dire les jobs. Donc, c'est la partie du dessous. Donc, on peut en définir plusieurs. Là, j'ai un job qui s'appelle build, ici. Ce job de build, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va déjà lui dire sur quelle plateforme il doit tourner. Donc, je vous avais dit en intro qu'on peut utiliser du Windows, du Mac, Linux. On a plusieurs plateformes prêtes à disposition. On peut en choisir une, mais on peut aussi en choisir plusieurs. Par exemple, si je veux que mon workflow tourne sur à la fois du Ubuntu et du Windows, on peut spécifier ça. Et on peut spécifier aussi pour créer ce qu'on appelle des builds matrixés, si on veut justement à partir d'un seul workflow, tester, par exemple, ça peut être utile pour lancer une campagne de test, tester que ça marche sous Windows, sous Mac, sous Linux, mais avec différentes versions de l'outil que vous utilisez. Par exemple, ici, différentes versions de Node.js. On peut le spécifier avec ce qu'on appelle une matrix qui permet de définir des variables d'environnement qui vont changer pour chaque job qui va être exécuté. Donc, je vais rester ici sur celui par défaut, juste sur un Ubuntu. Je n'ai peut-être pas besoin de tester sur toutes ces versions de Node. On va juste tester, mettons, aller sur la 12 et sur la 14, la LTS courante et celle d'avant. Et après, derrière, on peut définir une liste d'étapes, donc qui vont constituer notre workflow. Donc, en général, la première, ça va être de récupérer le code source de notre repo via une action de checkout qui va faire ça automatiquement. Ensuite, selon le type de projet qu'on a, on va spécifier différentes actions. Donc là, ce workflow d'exemple, par exemple, comme j'ai un projet de Node.js, il va aller récupérer, je vous parlais de variables d'environnement, depuis la matrice, la version de Node.js courante à utiliser, juste pour spécifier, pour dire, OK, je vais vouloir faire mon build avec une version de Node V12 et une version V14. Donc cette tâche-là va servir à faire ma config de Node. Et après, je peux lancer des scripts. Donc ici, si vous avez déjà fait du Node.js, ce que ça va faire, c'est que ça va aller installer les paquets, ça va lancer mon build et ça va lancer mes tests s'il y en a dans mon projet. Donc après, je peux configurer
exactement ce que je veux à cet endroit-là. Ce que vous voyez sur la droite, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un marketplace d'actions. Donc, il y en a quelques-unes qui peuvent vous être proposées. On peut aussi chercher. Mettons, par exemple, que j'aimerais déployer, ici, c'est une page web, j'aimerais la déployer sur GitHub Pages. Donc, je peux voir, il y a pas mal d'actions qui sont fournies par la communauté. Ça, c'est pas des actions fournies par GitHub. Il peut y en avoir plein. Par exemple, celle-là, je vois qu'elle a 155 étoiles sur GitHub. On va la regarder. Je peux aller copier le code de l'action et derrière, la mettre par ici. Alors, c'est bien, il me dit que c'est pas mal en rouge. Alors, il n'a pas indenté comme il faut, on va juste l'indenter. Voilà, je rajoute ce qu'il faut. Donc, ça commence, première étape, ça commence par dire que j'ai une action qui utilise, une étape qui utilise cette action-là. Donc, l'étape pour déployer sur... Donc, par défaut, j'ai tous ces paramètres-là. Tous ceux qui sont optionnels, je vais les supprimer. Par défaut, il prend le repo courant, la branche courante. On va juste devoir lui dire quel répertoire déployer. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai une application React, ça va être dist. Le reste, j'en ai pas besoin. Et je vais pouvoir dire que mon application a été construite. Et ben, je veux déployer mon site internet. Alors, il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller vous amuser à chercher dans le marketplace. Il y a de fortes chances pour que quoi que ce soit vous voudriez faire, vous trouvez une action qui a déjà été écrite. Si ce n'est pas le cas, il y a SDK qui existe. Vous pouvez faire vos propres actions. Donc là, c'est un workflow qui est relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le committer juste pour vous montrer un petit peu plus loin comment ça fonctionne. Comme je suis un bon développeur, je n'ai pas confiance, en général, je ne commit pas directement dans la branche principale. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une nouvelle branche et faire ça dans une pull request. Donc, c'est bien, c'est qu'il me propose de le faire. Voilà, on va créer ma pull request. Et là, ce qu'on va voir, c'est que je vais pouvoir normalement tester ce workflow-là. Donc, on voit qu'il m'a fait proposer un commit. Et si je vais dans l'onglet Action, eh ben, on voit que ça ne marche pas. Ah, ça, c'est l'effet démo pas répété à la dernière minute. Alors, on va pouvoir voir justement qu'est-ce qui ne marche pas. Aller investiguer. Donc, si je clique dessus, on devrait pouvoir... alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que chaque étape doit définir un use or run. Okay, ligne 1. Ah. Le workflow d'exemple, il bug. D'accord. Donc, on va aller dans ma pull request à l'éditer. Effet démo en live. Qui c'est qui a poussé une mise à jour en prod qui a tout cassé? Hop. Ligne 1. Ok, on va virer les commentaires. J'ai un doute que ce soit ça, mais si quelqu'un a vu l'astuce, pourtant il n'est pas très compliqué ce workflow-là. Use, name, use, run. Ah, ici, j'ai mal supprimé ce que j'ai voulu montrer tout à l'heure. Hop, on va corriger le commit. On va committer directement sur ma branche que commencer. Voilà. Il va pousser les changements. Pourquoi j'ai pas mes changements? Pas l'impression qu'il m'a poussé mes changements. Commit 2. Si c'est bon, create, update. Ok. Donc là, déjà, on peut voir sur ma pull request il m'a lancé 2 jobs qui plantent toujours, d'accord. Donc, comme j'avais spécifié que je voulais lancer mon job sur 2 versions différentes de Node.js, donc il me les a bien lancés, ça a planté. Il faudra aller essayer de comprendre pourquoi. Ah, cette fois-ci, je suis allé un peu plus loin. Donc, on peut voir que déjà, on a des logs pour chaque étape. On peut aller investiguer, ce qui est plutôt pas mal, comme dans ce cas présent. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que qu'il ne peut pas installer, il ne peut pas faire du npm CI, effectivement. D'accord, et le build v14, la même erreur. Ok, il n'a pas réussi à faire le npm tralala. Casselène, on va aller changer la commande. Au lieu de faire du npm CI, je vais peut-être faire un npm install. Et puis, donc je vais pouvoir vous montrer qu'au passage, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On a des scripts qui, selon la plateforme qu'on a choisi, donc là en l'occurrence c'est un Ubuntu, les scripts vont s'exécuter sur un équivalent de bash. Donc au lieu de faire un npm CI, je vais faire un npm install. Et comme je suis confiant et que je ne sais pas si des fois c'est pas le code source qui est peut-être un peu vieux, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut exécuter n'importe quel type de script. Donc par exemple, je peux faire un rm package-log.json, un truc à pas vraiment faire sur un projet, mais au moins comme ça, il va peut-être pas me donner d'erreur. Je vois dans le la succession de Veillard en chiffres, ça fonctionne un peu sur le même principe pour ceux qui ont utilisé AppVeillard ou CircleCI ou
plus le principal en tête qui existait avant. Bref, voilà, tous ces types de features sur du YAML et qui permettent justement des workflows en ligne, c'est le même principe. Alors que cette fois-ci, c'est intégré à GitHub et qu'on a un souvent large choix de plateformes et d'architecture dispo que ce que les autres pouvaient fournir. Donc, est-ce que ma pull request, cette fois-ci, elle va bien vouloir tourner? Tout de suite le voir en live. Donc, je vais aller voir les logs dans mon onglet Action, si je suis assez rapide. Hop, ah bah ça a planté. Bon, effet démo. Cannot remove packagelock.json. Ok, je ne devais pas être dans le bon répertoire. Il n'y a peut-être pas fichier de packagelock. Alors, toujours répéter les démos, même quand on a la bourre, comme ça, on évite ces effets-là. Je pense que vous avez compris le principe. L'idée, c'est qu'on a une CI qui va tourner en ligne et que derrière, on va pouvoir exécuter ses actions. Alors, ça aurait été bien que ça passe au vert. Le truc sympa, c'est que de manière assez classique, dans tout ce qu'on retrouve sur ce type de système, on peut avoir des badges à mettre après sur le repo. Comme ça, on peut voir justement quand c'est au rouge, comme là, typiquement quand quelqu'un a poussé un commit et a cassé la CI. On reçoit aussi des notifications sur le repo GitHub. L'avantage par rapport à d'autres systèmes, vous le voyez, c'est que typiquement en cas d'erreur, on peut aller investiguer et creuser un peu les logs directement dans GitHub. Donc, on n'a pas besoin de faire des allers-retours entre différentes plateformes. Et je vais revenir sur mes slides pour vous montrer qu'il y a un petit peu plus que juste un système de CI basique. Hop. Je vais repartager la presse. Donc, notamment, quelque chose que je trouve super pratique, c'est que là, je vous ai montré comment choisir différents systèmes, du Ubuntu, du Windows ou du Linux. On peut aller un peu plus loin et fournir sa propre image Docker, qui est dans le repo, par exemple, pour justement aller spawner un système, un environnement particulier pour lancer vos scripts, pour lancer votre environnement de build ou de test. Vous pouvez écrire vos propres actions. Vous pouvez écrire vos propres actions pour qu'elles tournent dans un conteneur particulier, si vous avez besoin d'un environnement particulier pour les exécuter. Sinon, il y a un SDK JavaScript qui s'appuie sur du Node.js derrière pour pouvoir scripter vos propres actions. Là, je vous ai montré la version hostée, c'est-à-dire que tous les workflows vont s'exécuter dans des runners hébergés par GitHub, mais rien ne vous empêche, par exemple, si vous ne voulez pas que, je sais pas, vos builds ils se passent dans le cloud, vous voulez pouvoir stocker en local vos artefacts. Ah, la presse n'a pas marché, alors je vais retenter de partager. Est-ce qu'Olivier, tu peux m'aider avec la presse? J'ai l'impression pourtant d'avoir partagé, je vais retenter. Je vais couper, je vais remettre. Ce serait quand même mieux que vous voyez ce dont je parle. Est-ce que c'est revenu? J'invoque les maîtres du Meetup. Ok, on me dit dans l'oreillette que c'est bon. Donc, du coup, vous pouvez configurer et installer un propre runner qui fait que lorsque vous avez un workflow, un événement, au lieu de s'exécuter dans un environnement, au lieu de générer une VM qui va s'exécuter dans l'environnement de GitHub, vous pouvez lancer des builds qui tournent sur votre machine, dans votre garage, chez vous, dans votre propre cloud, on-premise, etc., pour garder la main en fait sur le workflow. Par contre, vous pouvez toujours bien sûr vous câbler sur n'importe quel événement de GitHub, juste faire toute l'exécution du workflow en local si vous avez un intérêt particulier à le faire. On peut aussi aller beaucoup plus loin, par exemple, si vous avez besoin de spawner un environnement complet, c'est-à-dire avec une base de données, vous voulez faire des end-to-end, vous voulez lancer un serveur, un front, etc. Vous pouvez utiliser du Docker Compose directement dans GitHub Action, donc c'est-à-dire spawner plusieurs conteneurs, le temps de lancer vos tests et les détruire à la fin. Donc ça, c'est pas mal. Et j'en ai parlé, je vous l'ai montré brièvement, mais on peut aussi définir des workflows, notamment pour vous aider à faire du nettoyage dans le backlog. Ça peut être pratique, par exemple, si vous faites des projets open source et qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à créer des issues, mais pas forcément à revenir derrière ou qu'elles ne sont pas complètes, etc. Vous pouvez un petit peu utiliser votre boulot derrière à la maintenance de votre projet via aussi des workflows qui vont faire du boulot là-dessus. Alors, parlons un petit peu, en général, de la question qui fâche, le côté pricing. La bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où vous avez des repos publics, donc si vous faites de l'open source, c'est complètement gratuit et sans limite. Pour l'open source, on a quand même le droit à 20 runners, c'est-à-dire qu'on peut lancer 20 jobs en parallèle. C'est quand même plutôt pas mal.
Les machines qu'il y a derrière, elles sont assez puissantes. C'est des VM avec 2 corps, 7 Go de RAM, je crois 14 Go de SSD. Et chaque workflow a une limite, je crois, de 6 heures dans le modèle gratuit. Donc, c'est plutôt pas mal. Si vous avez des repos privés, vous avez aussi, malgré tout, un certain nombre de minutes de build offertes par mois. Après, voilà, selon les différents niveaux, si vous c'est un GitHub entreprise ou autre, il y a aussi un certain nombre de minutes qui sont offertes. Si jamais le principe vous plaît bien, mais que vous, votre truc, c'est pas forcément un GitHub, c'est plus GitLab ou votre Git perso, un système similaire, j'en parle parce que j'utilisais ça avant que GitHub Action existe. Il y a Azure DevOps qui fonctionne grosso modo de la même façon que GitHub Action. C'est une syntaxe légèrement différente, mais le principe est le même, c'est utilise du YAML. C'est une plateforme partagée avec GitHub Action, donc c'est-à-dire vous avez les mêmes OS derrière, vous avez du Windows, du Linux, etc. Il y a les mêmes tiers gratuits pour si les projets sont open source, et il y a quand même des minutes offertes tous les mois. Donc voilà, si jamais le principe vous plaît, mais que GitHub c'est pas votre truc, il y a quand même des solutions qui existent aussi. Et pour vous montrer aussi un cas concret, je vous parlais de ce que moi j'ai mis en place sur un de mes projets open source, enfin sur maintenant de plus en plus de mes projets open source, quand je commence à en avoir un peu trop et j'aime bien me faciliter la vie. Je voulais avoir un moyen notamment d'automatiser tout ce qui est release de mes projets. Et j'ai un Google Home à la maison et j'aime bien aussi faire tout ce qui est de l'automation avec. Donc mon trip, ça a été d'essayer de faire en sorte de pouvoir déclencher une release à la voix, juste dire OK Google, vas-y, lance la release. Et que ça fasse tout, c'est-à-dire ça fasse le build, ça log, ça pousse. Alors c'est surtout des projets. Voilà, c'est juste pouvoir déployer le package sur NPM, créer un tag sur GitHub, enfin voilà tout ce qu'on fait lors d'une release. Donc comment j'ai mis ça en place? Déjà, c'est pas mal, c'est d'utiliser des conventions pour les commits. Donc c'est bien, il y a des choses qui existent déjà. Vous avez peut-être entendu parler de conventional commits. Je mettrai des liens s'il faut après. L'idée, c'est de préfixer chaque type de changement que vous faites dans vos commits pour pouvoir générer automatiquement un changelog et déterminer quel type de release il faut faire, si ça va être une release bug fix, mineur, majeur, etc. Derrière, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Semantic Release, qui est vraiment pas mal pour automatiser tout type de projet. Alors, il est écrit en Node.js, mais il fonctionne avec n'importe quel langage si vous décidez de l'utiliser. Il y a tout un système de plugins. Donc, basé sur vos commits, il va décider déjà s'il faut faire une nouvelle release ou pas, ou si c'est juste des commits de refactoring, il n'y a peut-être pas besoin de refaire une release. Il va générer, automatiquement calculer le nouveau numéro de version en se basant sur le principe de semantic versionning. Du genre, s'il y a des breaking changes, ce sera une version majeure. Sinon, s'il y a une nouvelle fonctionnalité, ce sera une version mineure. Sinon, c'est du bug fix. Vous générez un changelog, publiez le paquet NPM, créer la release sur GitHub, faire le commit qui va avec, la taguer, mettre le changelog sur GitHub avec les paquets qui vont avec. Et pour le déclenchement, on a une action sur GitHub qui s'appelle Repository Dispatch, qui permet de déclencher l'action via une API REST. Et on peut plugger cette API REST, par exemple, avec du IFTTT pour la câbler sur du Google Home. Et après, on n'a plus qu'à se reposer et dire qu'on veut déployer la version. Et on a tout gagné. Alors, pour vous montrer, par exemple, un projet que j'ai fait récemment où j'ai mis en place ça c'est une librairie Angular où j'ai implémenté exactement ce principe-là. Donc, elle est déployée sur NPM. Si je vais vous montrer le workflow à quoi il ressemble, alors j'en ai plusieurs, j'en ai un qui me sert à builder, c'est mon intégration continue, et j'en ai un qui me sert pour la release, je veux pas qu'il s'exécute à chaque commit, pour le coup, c'est du semi-automatisé. Donc je l'ai basé sur 2 événements, un workflow dispatch, je vais vous montrer en pratique comment ça marche, et un repository dispatch, c'est si je veux le faire en ligne de commande en tapant une API REST, ou via mon Google Home. Et après, je vais appeler justement faire tout mon build et appeler l'outil Semantic Release qui va me générer et pousser tous les paquets. Ce que ça donne après, ça donne ce qu'on peut voir ici. Donc, j'ai ma release qui est taguée. Si je veux aller voir dessus, je vais aller voir mon changelog qui n'est pas très chargé pour le coup pour cette dernière version. Mais voilà, on peut voir les changements qu'il y a eu entre cette version-là et celle d'avant. S'il y a eu plusieurs versions, je peux tout aller les voir derrière. Il me génère aussi un fichier changelog dans mon projet, avec tous les changements qui vont bien au fur et à mesure, donc ça permet de suivre un peu l'historique. J'ai mon paquet qui est automatiquement publié derrière sur NPM et tagué comme il va bien. Et j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle Workflow Dispatch, c'est un truc qui a été rajouté il n'y a pas longtemps, et du coup je me sers pas mal. Quand j'ai pas envie de parler à mon Google parce qu'il est un peu pénible, si j'utilise l'événement Workflow Dispatch, ça veut dire que je peux déclencher manuellement les workflows ici directement depuis GitHub.
Donc, par exemple, si je suis pas chez moi et que j'ai mergé des pull requests, je veux faire une release, je peux le faire directement juste en me loguant sur GitHub depuis mon téléphone et en cliquant sur Run Workflow. Donc voilà, c'était tout pour la petite démo. Si vous voulez des exemples, je vous ai mis quelques liens vers les docs, un exemple de repo qui est câblé sur GitHub Action et pour le coup qui marche celui-là. Voilà, si vous voulez regarder Azure DevOps ou si vous voulez voir des exemples de ce qu'on peut faire avec GitHub Actions, n'hésitez pas. Je vous ai mis aussi, alors il n'y avait pas grand-chose dans mes slides, mais si ça vous intéresse de les récupérer, vous pouvez les récupérer ici. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat.